Les dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les dessous de l'immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir M. Christophe Fauché-Courchaine, planificateur financier. Et sans plus tarder, nous allons débuter l'émission avec M. David Tardy, courtier immobilier pour Royal Lepage Altitude. Merci David d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, Jeff. Fait quelque temps que j'espérais t'avoir. Tu es un homme très occupé. Je pense que tu as aussi un pied à terre en Estrie, hein? Absolument. J'ai ce que j'appelle, je ne sais pas si je devrais appeler ça une maison ou un chalet à Magog, mais j'ai une propriété à Magog dans Place Lestage. Un endroit de détente. Oui, exact. Ah oui, c'est mais ça. que je vois peut-être 2 fois par année parce que je suis trop occupé. Ton frère est plus présent là-bas, je pense, hein? Puis maintenant. Lui, ça doit faire 2 ans qu'il n'est pas allé. Ah, OK. Bon, ben les temps changent. On était dû pour s'actualiser. Ton frère Maxime Tardy, qui est courtier dans l'équipe que vous gérez d'une main de maître depuis quoi, 20 ans environ? 20 ans maintenant, oui. Wow. Policier, retraité ou deuxième carrière? Dans les faits, j'ai été policier pendant 18 ans au service de police de Montréal. J'aime ça dire au monde que dans les faits, j'ai commencé ma carrière en 99. Je suis natif de Montmagny. Puis quand je suis arrivé à Montréal comme policier, écoute, tu sais, des fois, la vie, là, j'étais en train de m'entraîner à un moment donné une journée, puis il y a un policier qui me dit « Hey David, juste te donner un conseil, investis dans la brique. » Puis je te jure, 1 mois après, j'ai acheté ma première immeuble. Wow! Fait que ça a été comme... puis on s'est découvert une passion là-dedans. Fait que je suis devenu agent double, agent de police, puis agent d'immeuble. À l'époque, c'était agent immobilier. Exact, je faisais les deux pendant peut-être une dizaine d'années. Oh wow, quand même, je pensais pas. À la fin de ma carrière, je travaillais de nuit à la police. Okay. Le jour, je faisais de l'immobilier, puis je m'entraînais pour des marathons. Puis fait que ça, à un moment donné, l'équilibre n'était plus là. Fait que j'ai eu une décision à prendre. Mais est-ce que tu as commencé comme investisseur avant d'être courtier immobilier? Oui, absolument. Mes premiers pas là-dedans ont été investisseurs. Okay. C'est là que je me suis découvert une passion. Puis de façon organique, les gens venaient vers nous et disaient « Ah, David, qu'est-ce que tu en penses? Je pense acheter cet immeuble-là. » Fait que... Puis, à un moment donné, j'ai rencontré un courtier immobilier qui m'a vendu une propriété. Il me disait, David, je pense que tu serais un bon courtier, lance-toi donc. Puis... Et tu as continué à faire des acquisitions d'investissement immobilier résidentiel principalement? Principalement, un petit peu de semi-commercial, principalement du résidentiel, là, dans ce que j'appelle du petit multiplex, là, du 6 à 8 logements. Là. OK. J'ai une question qui me mord les lèvres depuis tantôt. C'est quoi d'être courtier immobilier et d'acheter pour nous-mêmes? Écoute, c'est drôle parce que c'est un sujet fort intéressant. Acheter pour nous-mêmes, c'est drôle parce que j'avais une discussion par rapport à ça hier. On est comme, je vais te mettre le parallèle un peu. Je me souviens avoir acheté mon premier véhicule dans un concessionnaire automobile. Puis, à l'époque, j'avais un véhicule en échange. Puis, le gars est venu me voir, il dit, ben, je prendrai ton véhicule en échange, je te donnerai tant, puis on va t'en donner un nouveau. Puis, c'est jamais si transparent que ça. Quand tu es courtier immobilier, c'est sûr que la transparence est de mise. Puis, lorsqu'on achète pour nous, parfois c'est sur le marché grand public. Parfois, c'est des gens qu'on rencontre qui disent, hey, moi, je veux vendre une propriété. Moi, je pense que, puis comment c'est toujours fait dans ce contexte-là, c'est si les gens ont accès à des comparables, ont accès au rapport de marché, tu dis, gars, voici ce que ça vaut ta propriété sur le marché. On peut aller sur le marché, tu vas obtenir tant. Qu'est-ce que tu veux comme stratégie mise en marché? Mais tant que le courtier est transparent là-dedans, puis qu'il achète pour lui-même, qu'il fait ses divulgations, je pense qu'il y a des opportunités là-dedans où c'est un win-win pour tout le monde aussi. Fait que, tu sais, souvent, on a vu des médias que c'était, les courtiers achètent pour eux-mêmes. Ouais, mais quand c'est fait de façon transparente, on n'a pas à... Je pense que le fardeau est plus lourd sur nous. Ben, je peux te confirmer que le fardeau est plus lourd. Souvent, on va dire cordonnier mal chaussé. Ouais. Puis ben, moi, j'ai eu des jeunes, moi, qui se sont dit, je veux commencer comme faire d'investissement immobilier. Et puis, je pense que la meilleure façon pour moi, c'est de devenir courtier pour le faire. Je crois pas, en réalité, que c'est la meilleure façon de devenir investisseur en étant courtier. Je crois pas. C'est trop complexe. Et pour moi-même, David, pour les fois où j'ai fait des investissements, des achats ou même la vente, j'ai mandaté moi-même un courtier immobilier pour me représenter. T'arrives, puis même quand tu te fais représenter... La ligne est mince. La ligne est mince, pareil. Et c'est ça le défi, c'est que peu importe, tu as un permis de courtage, peu importe si tout a été fait, les bonnes intentions sont là. Vu que tu as un permis de courtage,
il y a tout le temps un aura en disant est-ce que ça a été transparent, honnête? Puis c'est ça qui est un petit peu difficile, je trouve. Puis on avait une conversation récemment avec des représentants de l'OASIC en disant vous n'êtes pas si clair que ça par rapport à ça. On a des avis de divulgation, même si là, des fois, c'est pas suffisant. Mais ultimement, ça fait partie de notre ADN. On est des courtiers, puis on est aussi des investisseurs. Exact. Tu es rendu à combien de portes actuellement? Peut-être avec Maxime, peut-être 150 portes. 150 portes. Ouais. En plus de ça, vous êtes chef d'équipe. Vous êtes environ 25 dans l'équipe totale, l'équipe Tardy, numéro 1 au Québec, soit dit en passant, chez Royal Lepage. Félicitations. Merci. Vous êtes très inspirant pour les courtiers en général, pas uniquement chez Royal Lepage, que ce soit chez Remax, Sutton, La Capitale, EXP, peu importe, la nouvelle génération. Je pense que vous avez su quand même vous renouveler, hein, parce que faire du courtage immobilier il y a 20 ans, faire du courtage immobilier aujourd'hui, c'est deux choses. Puis je pense que c'est deux choses en fonction de la loi qui, elle, s'est adaptée à la nouvelle génération puis qui tente aussi de s'adapter à cette nouvelle génération-là. Oui. Bien, écoute, moi, je suis un gars super curieux de nature. J'ai toujours voulu me réinventer là-dedans. Je crois que notre profession est un peu archaïque des fois. Ouais. Je pense qu'on a besoin de réinventer cette profession-là, autant dans la façon dont sont faites les choses, mais... Est-ce que tu ferais allusion à certaines réglementations qu'on peut... Mon opinion à moi, David, là, je vais plonger. Là. Personnellement, je pense qu'à l'occasion, la réglementation défie la logique. Moi, c'est mon impression actuellement. Ouais. Puis tout ça, c'est dans le but de protéger le public. Puis je comprends la raison d'ajouter de la réglementation, probablement pour quelques histoires d'horreur qui auraient pu être évitées si cette réglementation-là n'avait pas été en place. Mais présentement, on sent qu'à un moment donné, je sens que la ligne est traversée, à savoir, là, je pense qu'il n'y a plus de logique. Donc là, il n'y a plus moyen d'avoir un bon jugement. Écoute, c'est... il y a plein de... Tu le sais, nous autres, on est dans l'arrière-scène de ça. Le public qui voit le courtage immobilier de l'extérieur ne voit pas tout ce qu'on voit à l'intérieur, puis qu'on se dit des fois, moi, le premier, je me dis, ça n'a pas de sens, des fois, comment ça fonctionne. Là. Ça n'a aucune logique, des fois. Fait que le régulateur a des chevals de bataille, le conflit d'intérêts, des trucs comme ça, mais au niveau du pratico-pratique au quotidien, est-ce que réellement la façon dont, exemple, la gestion des offres d'achat est faite, est-ce que ça protège réellement le public? Ouais. Je te donne un exemple concret. Oui, vas-y. La semaine passée, je visite une propriété avec des clients. Premier week-end de mise en marché, on est dimanche. Dimanche après-midi. Ouais. C'est une propriété qui a beaucoup d'activités, ça roule. On finit une visite à 4 heures. À 6 heures, je reçois une messagerie. On a reçu une offre d'achat, on la présente ce soir à 10 heures. OK. Comment on peut réagir? Là, rendu à 8 heures, on est rendu à 3 offres d'achat. Le client, il n'a pas dormi là-dessus. Il n'a pas eu le temps de prendre une décision éclairée. Ouais. Il n'a pas eu, le couple n'a pas eu le temps de se parler. Donc, on arrive dans des situations où les gens, parce que ça devient arbitraire, les délais de répondre aux offres d'achat, comment c'est fait, il n'y a aucune norme pour ça. Ouais. Fait que, est-ce qu'on protège le public en agissant comme ça? Mais le législateur, lui, ça ne l'intéresse pas, ce genre de démarche-là. Mais pour moi, je trouve que c'est crucial pour protéger le client vendeur qui pourra peut-être bénéficier d'une meilleure offre et le client acheteur qui va avoir le temps d'y passer et de déposer la meilleure offre possible. Oui, parce que, tu sais, David, moi, justement, j'ai eu l'occasion dernièrement, j'ai un client qui habitait en Alberta qui voulait absolument visiter une maison avant de déposer une offre. C'est quand même la base, là, de visiter. Puis qui était à la hâte, là, qui prenait un billet d'avion d'urgence pour venir visiter, deuxième visite, et là, dépose une promesse d'achat. Tu ne peux pas faire un achat éclairé comme ça, d'aucune façon. Il faut ralentir le rythme. Ouais. Puis le rythme, actuellement, il est beaucoup trop rapide. Encore aujourd'hui, David? Hein? Écoute, je peux te raconter un autre scénario. La semaine passée, on visite... écoute, la même journée, ça m'est arrivé 2 fois. On visite le dimanche. Le lundi matin, on annonce une offre d'achat. Fait que j'appelle mon client qui est au travail, qui est occupé, c'est un entrepreneur. Je dis, écoute, il y a une offre de déposer, il faut déposer avant midi aujourd'hui. À 11h45, on est rendu à 13 offres d'achat. Wow! Comment tu veux que ces 13 personnes-là ont pris des décisions éclairées, ont fait la meilleure offre possible, puis que le vendeur... Et en même temps, David, je tiens à dire, on parle de 13 promesses d'achat, mais le mécanisme derrière tout ça pour s'assurer que chacune des personnes qui ont déposé une promesse d'achat soit avisée au fur et à mesure de chacune des étapes et que tout le monde ait, en fait, une offre équitable ou un service équitable, l'enjeu est là.
Mais je peux t'annoncer en primaire que je m'en viens avec la solution. Ah oui, hein? OK. Je développe un projet depuis 1 an là-dessus. Ça n'a plus fonctionner comme ça. Dans mon livre à moi, quand je vois du monde actuellement tout le monde panique quand ça arrive. Puis le problème, et souvent, je ne sais pas si tu l'as vécu dans ta pratique, il y a tout le temps la remords de l'acheteur qui s'est fait presser. Ouais. Et le lendemain, il se réveille et il se dit ouf, finalement, je suis peut-être allé un peu fort sur cette achat-là. Ouais. Fait que il va falloir qu'il y ait de quoi qui se passe. Et l'industrie a besoin, à vitesse grand V, de se renouveler parce que, honnêtement, je pense qu'on est assis sur une bombe. Ouais. C'est ce que je pense. Écoute, je retiens le mot remords. On va arrêter quelques instants pour une pause publicitaire, puis on va repartir avec ça. Absolument. Dans quelques instants. Merci. Vous écoutez le balado Les dessous de l'immobilier en Estrie, au 1077 Estrie. Nous sommes de retour avec David Tardy, courtier immobilier d'expérience dans la grande région de Montréal. Pour ceux qui n'étaient pas disponibles avant la pause publicitaire, David, il parlait de la gestion du remords. En fait, l'acheteur qui pourrait déposer une promesse d'achat dans un délai trop court, donc manque de réflexion et après coup, vit de l'anxiété ou du remords dû au fait qu'il a dû agir trop rapidement. Et aussi un vendeur qui, dans l'excitement, aurait accepté une promesse d'achat trop rapidement. En fait, là, au final, David, là, tu m'as amené le mot remords, là, mais je pense que c'est la ligne directrice dans notre domaine, c'est d'essayer de gérer ou d'éviter les remords. Absolument. C'est tout le temps ça, hein? Oui. Tout le temps ça. Parce que, et de là l'importance que j'ai toujours dit à mes clients, c'est va dormir là-dessus. Ouais. Que ce soit un acheteur ou un vendeur, quand tu as une promesse d'achat, et toi et moi, quand on reçoit des promesses d'achat, là, mettons que tu en reçois 3-4, là, ça se peut-tu que tu as envie toi-même de dormir dessus, de prendre une décision éclairée avec ton client? Exactement. Puis là, Parce actuellement, que David, la meilleure promesse d'achat, c'est pas seulement le prix, hein? Il y a tellement de facteurs. le prix est un facteur, Ouais. mais il y a tous les autres facteurs. Écoute, j'ai vu récemment, tellement que c'est rapide, là, il y a un vendeur, pas dans mes dossiers, je te dis, mais j'ai entendu l'histoire. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Ils ont fait accepter 2 offres d'achat. C'est la même propriété. Oh, OK. Tu sais, Donc, faut-tu on va que dire tu la l'ailles question échapper 2 fois. solide, là, tu sais. Puis, écoute, quand je te parle du dossier des 13 promesses d'achat, là, j'ai appelé la courtier à 11 heures, là. Elle était sur le bord d'un breakdown. Ouais, c'est Tu ça. sais, elle était all over the place. La fille était comme, écoute, David, je ne sais plus où donner de la tête, là. On est rendu à 13 offres. Qu'est-ce que vous faites? Je suis comme, va prendre une nuit de sommeil là-dessus. Puis là. en même temps, David, mettons qu'on veut faire la part des choses, on ne prend pas position, mais on va se concentrer sur des facteurs. Là. Ça arrive à l'occasion aussi qu'on a à dealer avec nous en tant que courtier, avec des acheteurs ou des vendeurs, avec des personnalités très fortes. Hein? Absolument. Donc, souvent, on doit défendre un comportement d'un acheteur ou d'un vendeur. Donc là, par la force des choses, le courtier passe pour la personne qui veut mettre une pression indue ou pas donner le temps nécessaire. Ouais. Mais c'est pas toujours facile pour l'intermédiaire de dire à tout le monde, là, OK, on se calme, parce qu'en réalité, nous, on n'est pas impliqués émotivement là-dedans. Ben non. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on gère le patrimoine. Mais on gère ça parce qu'il n'y a pas de normes claires. Ouais. S'il y avait des normes claires, on n'aurait pas à le gérer. Ouais. Parce que quand ce qu'on appelle du bully offer, la propriété sort le mercredi, tu reçois une offre d'achat le jeudi avec un délai de réponse pour vendredi matin. Il y a pas eu les gens n'ont pas eu le temps de faire des visites. Le week-end, la maison n'a pas été exposée suffisamment aux acheteurs. Je l'ai vu encore la semaine passée. Quelqu'un qui a une propriété bien inscrite, qui suscitait de l'achalandage, une offre qui rentre le jeudi sur la propriété avec un délai court, le vendeur l'accepte. Ouais. Mais là, tu te dis, quelle opportunité manquée de l'exposer à d'autres acheteurs. C'était peut-être que le prix est intéressant, mais c'était peut-être pas les meilleures conditions non plus. Effectivement. Comment tu vis le marché actuellement, David? Parce qu'on parle encore aujourd'hui de promesses d'achat multiples, mais c'est pas 100% des dossiers. Non, c'est ça, c'est un bon point parce qu'on on le voit, on l'entend. C'est un marché que j'appelle qui ne pardonne pas. Si tu es bien inscrit, si tu as bien écouté les conseils de ton courtier puis tu es inscrit à un prix, ce que j'appelle optimal. Oui. Qui est une lecture juste du C'est marché. une lecture juste et c'est assez mathématique, Oui, tout ça. Hein? au final, oui. Puis pour moi, je le dis tout le temps à des clients, si je suis capable de justifier ton prix d'inscription, si mon coffre à outils est bien étoffé, puis dire c'est à ça que ça va se vendre, cette propriété, ou c'est à ce prix-là qu'on doit être positionné, tu vas avoir une super belle transaction. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même certaines personnes dans le marché qui veulent profiter à retardement
du COVID, mais en même temps de la baisse de taux, puis ils se disent on est encore dans des situations de frapper des home runs. Mais on vit, même si on n'est pas en promesse d'achat multiple dans 100% des dossiers, même celles qui se négocient un peu à la baisse, ça demeure encore des prix de vente records. Absolument. C'est ça que les gens doivent comprendre. On est encore à recréer sans cesse de nouveaux comparables. Oui. Donc, je pense que les gens, mais des fois, les attentes sont... Tu sais, notre job, nous autres, en immobilier, je l'ai toujours dit, c'est de fixer des attentes réalistes, puis tant mieux si on les dépasse. Mais actuellement, on crée des nouveaux comparables à toutes les semaines. Puis c'est ce qui est quand même intéressant du marché du Québec, c'est que je trouve qu'on a un beau marché qui est en santé en immobilier, bien qu'en étant sous-inventaire partout. Je trouve que c'est quand même un marché où les propriétés continuent de s'apprécier. L'acheteur doit avoir confiance que s'il achète, cette valeur-là va continuer de se bonifier dans les prochaines années. Mais on n'est pas dans une situation où tout le monde peut espérer de la surenchère comme durant le COVID. Comment tu vois le marché pour le futur, la construction, l'offre, la demande au sens large? Comment tu vois ça? Parce qu'on sait que c'est multifactoriel. Hein? Absolument. C'est sûr qu'on est dans un contexte très particulier actuellement avec tout ce qui arrive aux États-Unis. Ouais. Moi, je vais parler plus précisément du Grand Montréal. Montréal, actuellement, il y a, au niveau du centre-ville, il y a des défis. Il y a eu beaucoup de construction durant la pandémie. Ouais. Il y a eu beaucoup de retard de livraison. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup de propriétés locatives qui se sont installées en location sur le marché. Hausse de taux. Les gens se sont retrouvés avec des propriétés qui n'étaient pas rentables au niveau locatif. Donc, on s'est retrouvé avec un surinventaire au centre-ville dans de la copropriété qui rend le marché très difficile actuellement dans ce créneau-là. Donc, présentement, on le sent, là, pour ceux qui aimeraient acheter ou investir dans du condo, la demande, elle est très faible par rapport à l'offre. Absolument. Ouais. Et on voit les contracteurs actuellement puis les promoteurs commencer à faire de généreux cadeaux actuellement. Je pense, pour moi, actuellement, je ne crois pas que c'est l'avenir de l'investissement immobilier ne se trouve nécessairement dans tout ce qui est investissement condo versus ce qu'on a vu des dernières années. Oui, exact. Je crois que, par contre, tout ce qui est multilogement, il est très vigoureux à Montréal actuellement. À Montréal, le multilocatif, c'est un parc immobilier très vieillissant. Hein? Oh. C'est ça, hein? C'est vieillissant. Les assurances sont des prix de fou actuellement. Oui. Les multiplicateurs de revenus sont comme... C'est correct, ça tient la route pour quelqu'un qui est déjà établi, qui a déjà un parc immobilier. Ils sont à combien à peu près? Actuellement, on est environ du 18,5 en MRB. Oui, c'est ça, oui. Mais il faut que tu aies les reins assez solides pour soutenir des immeubles parfois qui sont déficitaires. C'est ça. Hein? Donc, on parle de liquidité négative pendant plusieurs mois, même quelques années. Ah oui, absolument. Oui. Les gens, ils vont stationner de l'argent là-dedans parce qu'ils capitalisent sur la prise de valeur. Bien que ça aussi, c'est volatile. C'est pas pour tout le monde, hein? C'est pas pour tout le monde. Ouais. Hein. Puis t'as constamment... Puis on est tombé dans les dernières années dans un créneau où on se faisait une fierté d'avoir X nombre de portes. Je vois ça actuellement comme si tu es un travailleur du 9 à 5 puis tu veux te construire un deuxième fonds de pension. Achète-toi un ou deux petits multiplex, ça va être un super fonds de pension et tout ça. Mais le nombre de portes n'a pas d'incidence. Si c'est bien géré, tu as des bons immeubles qui se capitalisent au fil des années. Je trouve que c'est un super beau créneau. Ouais. Mais d'aspirer à avoir... j'avais un podcast récemment avec des gars qui ont, je pense, c'est 500 portes. Puis je leur disais, les gars, qu'est-ce qui vous reste à la fin du mois? Ils disent, il nous reste rien. Ah, c'est ça, oui. Il nous reste rien. Puis en plus, on est hypothéqué avec des programmes APH Select. C'est ça, sur 50 ans. Oui, exactement. Ça m'a donné, tu retrouves où ton argent? Oui. Mais en même temps... Puis là, ça, c'est l'envers de la médaille, hein, parce qu'on entend toutes sortes d'histoires, plein de jeunes qui se lancent là-dedans. Toute la notion aussi de fiscalité annuelle aussi. Donc, si on a une liquidité négative, mais que vous avez capitalisé, vous êtes imposé sur la capitalisation, donc il y a les remboursements d'impôts. Il y a tout ça qu'il faut comprendre. Mais ça, on n'en parle pas assez. Exact. Mais au final, là, c'est une job en soi d'être propriétaire d'immeubles locatifs. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Puis que ce soit 3 logements ou 100 logements, c'est une entreprise, c'est une gestion. Je trouve ça super intéressant pour des jeunes qui commencent sur le marché du travail, de s'acheter un multilogement, puis d'aller vivre dedans et d'apprendre à gérer les relations propriétaires-locataires, d'apprendre à gérer les rénovations. Je trouve que c'est une super belle école, mais c'est une entreprise. Puis en même temps, j'ai toujours dit, il y a autant de types d'immeubles que de types d'investisseurs. Nous, en Estrie, on a eu dernièrement quand même beaucoup d'investisseurs de la grande région de Montréal qui sont venus acheter de l'immeuble locatif en Estrie
parce que les multiplicateurs de revenus étaient inférieurs. Ouais. Et même plusieurs ont déjà revendu parce qu'ils ont réalisé que de gérer des immeubles à distance, c'est pas facile, là. Absolument. Parce que là, comme vous, là, vous avez 150 logements là, ou portes, là, vous êtes dans une situation, vous avez certainement une équipe d'établis pour répondre aux demandes, aux services de location. Faire ça à distance, c'est de rêve en couleur. Non, il ne faut pas oublier que, tu sais, le locataire, c'est un client. Hein? Exactement. Ils ont tout le temps des besoins. Des fois, Ouais. c'est une poignée de porte. Des fois, c'est... Il faut que les services soient rendus. Et la main-d'œuvre n'est pas si facile que ça à trouver actuellement. Exact. Puis tous les programmes, en fait, RPH Select, qui sont des programmes instaurés par la Société canadienne d'hypothèque et de logement, la SCHL, ont fait aussi en sorte que les valeurs ont augmenté de ces immeubles-là. Parce que plus le financement est simplifié, on va dire simplifié parce que c'est jamais simple, plus la valeur augmente parce que finalement, on vient qualifier plus d'acheteurs potentiels. Absolument. Fait qu'on on a agrandi l'assiette d'acheteurs potentiels pour ces propriétés-là. Est-ce que... Moi, je suis un peu critique par rapport à ces programmes-là qui ont du bon, mais ils ont du moins bon aussi. Ouais. Mais ça, c'est mon opinion. En même temps, David, tu as commencé dans une période d'investissement tout aussi complexe, mais différente. Absolument. Maintenant, si tu veux commencer aujourd'hui, tu n'as pas vraiment d'autres options que d'adhérer à ces programmes-là. Non, la seule chose, c'est que si tu adhères à un programme de la sorte, c'est de le faire intelligemment. Est-ce que tu es obligé d'aller prendre un amortissement sur 50 ans? Est-ce que tu ne peux pas aller peut-être faire des efforts supplémentaires pour faire des économies forcées puis pouvoir peut-être justement rembourser un peu plus de capital là-dessus? Exact. Fait que ça, c'est plus au niveau de comment tu vas gérer cette acquisition-là. C'est intéressant. Puis, tu sais, en fait, pour finir l'émission, on parle d'investissement immobilier dans la grande région de Montréal, la grande région de l'Estrie. On a quand même des enjeux qui sont différents d'une région à l'autre. Par exemple, sur la rive sud, on a les situations de périte, qui est quand même des enjeux importants. Maintenant, on commence à parler beaucoup du radon. Des vieux bâtiments, on a l'amiante, les réservoirs de mazout souterrain, toute la notion de l'environnement. C'est important vraiment de se faire accompagner avant de faire l'acquisition. C'est rendu tellement... tu sais, tu parlais d'amiante. Juste ça, on n'entendait pas parler il y a 7-8 ans. Maintenant, on en entend parler de façon régulière. Donc, d'avoir des mécanismes, un bon conseiller qui va pouvoir t'appuyer là-dedans. Puis aussi, tu sais, tu le sais comme courtier, des fois, il y a des clients qui veulent absolument faire une acquisition et on est obligé de le convaincre que ce n'est pas la bonne acquisition. Exactement. Fait que souvent, le courtier va être un peu là pour être le gatekeeper de cette acquisition-là. Dire, je pense pas que c'est bon pour toi, voici la raison pour laquelle ce n'est pas bon, puis l'orienter vers d'autres choses. Ouais. Petit clin d'œil, vous achetez un immeuble locatif de 3, 4 ou 5 logements exploités, par exemple, en 4 logements, mais finalement, le zonage en permet que 3. C'est quand même des choses fondamentales à vérifier. Ben oui. Parce que souvent, le département de taxation et le zonage, c'est pas des départements qui se parlent, donc c'est des étapes distinctes. Non, puis des logements illégaux à Montréal, il y en a une tonne, là, tu sais. Puis c'est pas toujours la meilleure solution. Exact. Parce que de toute façon, le jour où vous allez vouloir aller obtenir du financement, le revenu légal, les revenus ne seront pas calculés. Donc, c'est ça. Ça vient affecter votre valeur marchande parce que c'est directement lié au revenu de la valeur marchande. Ouais. David, c'était vraiment intéressant comme discussion. Je pense qu'on aurait pu continuer longtemps à surfer sur la vague. Je pense que je vais toujours être réinvité puis tu vas toujours être disponible. David Tardy, courtier immobilier chez Roy Lepage Altitude dans la région du Grand Montréal. Chef d'équipe avec son frère Maxime, d'une équipe de 25. Félicitations pour le travail que vous faites. Merci, Jeff. Continuez de mettre votre pied à terre, d'influencer le domaine immobilier, d'amener les gens à être en confiance dans l'acquisition des immeubles. Prêcher, en fait, par l'exemple, je pense que c'est la meilleure chose. Merci, j'apprécie beaucoup, Jeff. Bon avant-midi, merci. Salut. Bye-bye. Vous écoutez le balado Les dessous de l'immobilier en Estrie, au 1077 Estrie. Nous avons comme invité aujourd'hui M. Christophe Fauché-Courchaine, qui est planificateur financier, expert conseil chez Banque nationale 1859. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, merci d'avoir fait la route de Montréal pour venir partager tes connaissances. Tout le plaisir est pour moi. On est toujours à l'affût, en fait, de nouvelles informations par rapport à l'immobilier. L'immobilier fait partie d'une planification financière aussi. Absolument. C'est une des classes d'actifs parmi tant d'autres. Donc, évidemment, nous, du côté des placements, typiquement, dans une banque, on va regarder les actions, les obligations, les liquidités. Mais en effet, dans les actifs alternatifs, l'immobilier en fait très certainement partie. Est-ce que, bon, évidemment, vous avez à l'occasion ou même souvent à gérer des portefeuilles, par exemple, des gens d'affaires qui ont vendu l'entreprise
puis qui veulent éventuellement avoir une diversification de leur portefeuille. Donc, ça fait partie de votre rôle, j'imagine. Absolument. En fait, dans notre secteur d'affaires, dans notre cas, on travaille avec une clientèle qui est un peu différente. Il faut comprendre que habituellement, pour le commun des épargnants, la maison, l'immobilier est une bonne partie du patrimoine. Oui. On a un compte d'épargne, on a un CELI, on a un REER, mais on a une bonne partie de notre patrimoine qui est déjà dans de l'immobilier par notre résidence principale ou même un chalet. Dans le cas d'une autre type de clientèle, des entrepreneurs qui, par exemple, peuvent avoir vendu leur entreprise, il n'est pas rare de voir qu'ils veulent explorer d'autres types de placements une fois, disons, la retraite, en partie du moins. Donc, en effet, les actifs immobiliers peuvent constituer une partie du portefeuille puis un intérêt pour eux. Christophe, j'ai une question pour toi. Là, souvent, là, les gens ont le goût d'investir en immobilier, là, dans un immeuble locatif là, ou commercial. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a autant de types d'immeubles que de types de profils d'investisseurs. Souvent, la question qui nous est posée, est-ce que je dois acheter l'immeuble à mon nom personnel? Est-ce que je dois l'acheter dans une fiducie? Est-ce que je dois l'acheter dans une incorporation? Est-ce que tu peux nous éclaircir ça un peu? Absolument, c'est un très long sujet. Puis comme il existe probablement un immeuble par type d'investisseur, il n'existe pas une réponse universelle, bien sûr, pour la meilleure façon de détenir l'immeuble. Bon, ensuite, il faut toujours consulter selon notre situation personnelle, nos professionnels, un terme récurrent dans votre émission, bien sûr, bien s'entourer. Donc, tant du côté de la planification financière que du professionnel comme le notaire qui va pouvoir évaluer la meilleure façon de détenir. OK. D'un côté planification financière, ce qu'on va regarder généralement, c'est où sont les sommes. OK. Donc, quelqu'un qui a uniquement des sommes de son côté personnel, c'est rare qu'on va aller dans la recommandation d'incorporer une société pour acquérir des immeubles. Il faut regarder quand même quel est l'objectif à long terme. Si on parle d'un objectif d'avoir un plex, un immeuble, quelques portes, la détention personnelle souvent va être favorisée. OK. Si on dit éventuellement, on parle d'une grosse activité locative, il peut y avoir des incitatifs supplémentaires à créer une société. On pourra en reparler. Donc, il faut avant tout voir où sont les sommes. Si on a des sommes personnelles, il va être plus avantageux d'y aller de ce côté-là. Et est-ce que la planification pourrait différer en fonction du type d'immeuble? Si, par exemple, c'est de l'investissement dans des projets industriels, dans du commercial ou du résidentiel, est-ce que ça peut venir modifier cette planification-là? Oui, ça peut être différent selon le secteur d'activité. Par contre, à la fin de la journée, quand on parle d'activité locative, on parle d'activité locative. Parfait. Donc, il n'existe pas mille types. Okay. Il peut en exister quelques-unes dans certains domaines précis, dans certaines situations précises, mais de façon générale, lorsqu'on fait de l'activité locative, c'est défini de façon suffisamment large qu'on peut englober plusieurs types d'activités locatives, que ce soit résidentiel, commercial, industriel, etc. OK. Donc, les règles ne sont pas nécessairement exactement les mêmes dans toutes les situations, mais on peut parler d'activité locative de façon générale. Évidemment, ensuite, le fait de détenir ça par l'entremise d'une société, ça n'a pas les mêmes conséquences que personnellement, notamment au niveau juridique. Donc, quand on détient les immeubles dans une société, notre participation est limitée à la part qu'on fait à la société. En bon terme, si la société fait faillite, on est limité généralement à la part qui a été mise à la société, sauf bien sûr... À moins qu'il y ait eu cautionnement personnel. À moins qu'il y ait eu cautionnement personnel, exactement. Donc, c'est le bémol important à faire, bien sûr. Mais la société locative, l'incorporation, donc des activités locatives, on va surtout le voir dans un contexte où on a quelqu'un qui a déjà une société, une société de gestion, par exemple, où on a accumulé des sommes durant notre vie d'entrepreneur, typiquement. Et là, on vend l'entreprise, on a accumulé des bénéfices, puis on est intéressé par l'activité locative. On aimerait ça diversifier nos activités, on aimerait acquérir des immeubles locatifs. Puis là, la question se pose, est-ce que je le fais à titre personnel? Je le fais dans la société. Et là, il y a plein d'avantages fiscaux d'un côté ou de l'autre et des désavantages, forcément. Donc, c'est là où il faut vraiment aller voir précisément dans le dossier qu'est-ce qui peut être préférable. Est-ce qu'on peut passer quelques avantages et quelques inconvénients? Absolument. Au niveau des avantages, en fait, évidemment, du côté personnel, c'est toujours plus simple. Donc, juste au niveau de la structure, on achète personnellement, on n'a pas une coquille supplémentaire à gérer qui est celle de la compagnie. Au niveau de l'imposition, forcément, c'est plus simple. C'est à même nos déclarations de revenus personnels. Donc, quand on arrive à la saison des impôts au mois de mars, au mois d'avril, les revenus locatifs et les pertes, lorsque ça survient, c'est dans nos mains personnelles à chaque année. On le déclare. Ensuite, Est-ce que les pertes peuvent donner aussi cumulatives au personnel que à l'intérieur d'une incorporation? Absolument. Donc, les pertes vont fonctionner de façon similaire à certaines nuances près. Par exemple, quand on achète un immeuble, on peut prendre ce qu'on appelle la déduction pour amortissement.
Essentiellement, ce que ça veut dire, la déduction pour amortissement, c'est qu'on fait semblant sur papier, et de façon tout à fait permise, évidemment, par l'impôt, que notre immeuble vient perdre de la valeur année après année. Jusqu'à 4 C'est 4 exactement le taux qu'on utilise pour permis pour maximum en effet. On peut aller jusqu'à 4 pour simuler une perte de valeur théorique. On sait qu'en réalité, c'est rarement une perte de valeur, mais on peut l'utiliser afin de contrebalancer les gains qu'on fait. Parce que les gains, eux, sont imposables. Les gains sont imposables. Donc, ce qu'on reçoit comme loyer dans l'activité locative, on paie de l'impôt là-dessus. On le paie à titre personnel au même titre, au même taux d'imposition qu'on le paye sur du revenu de salaire, du revenu ordinaire. Christophe, j'aimerais apporter un petit complément à ça là, pour ceux qui nous écoutent. Ça veut dire que vous achetez un immeuble locatif. Vous avez une liquidité négative, par exemple, la première année, parce que c'est quand même fréquent, il y a lors des premières années, que pas suffisamment de revenus pour couvrir la dépense et le remboursement de la dette. Et là, à la fin de l'année, vous avez une liquidité négative, mais vous avez quand même capitalisé. Donc, le remboursement de capital, c'est un revenu. Donc, à ce moment-là, le remboursement de capital devient imposable. C'est bien ça? Donc là, ça l'ajoute en fait une charge fiscale. Donc, d'autant, ça augmente aussi la charge de liquidité en créant en fait une fausse perte de 4 en amortissant en fait la valeur. Ça vient aider au niveau fiscal. C'est bien ça? Et ça, c'est un point intéressant. C'est quelque chose qui est permis du côté des particuliers. OK. Du côté des sociétés, on n'a pas la même flexibilité au niveau de l'amortissement. Donc, le fameux 4 dans une société, on ne peut pas aller se créer une perte comme ça supplémentaire si on a déjà une perte d'exploitation. Donc, l'amortissement ne peut pas être pris en supplément si on n'est déjà pas rentable au niveau de notre société, par exemple, parce que le projet démarre et qu'on n'a pas encore loué. Alors ça, c'est un élément quand même important. Absolument. Puis en même temps, ce qu'on voit, nous, à l'occasion, on voit, par exemple, les gens plus âgés qui ont des immeubles depuis plusieurs années. Là, on leur dit, c'est une bonne idée de vendre. Par contre, vérifiez l'impact fiscal. Parce qu'en réalité, on est imposé sur le gain de capital. Donc, ça se trouve à être le coût d'acquisition versus le prix vendu. Mais si les gens ont amorti l'immeuble pendant plusieurs années, il faut rembourser cet impôt-là. Absolument. Et à ce moment-là, cette différence devient imposable exactement comme le reste de nos revenus locatifs. Donc, imposé comme du salaire. Comme un revenu standard. Absolument. Donc, ça peut être une surprise à la fin. L'amortissement, c'est plaisant toutes les années où on l'utilise pour réduire, aller à l'encontre des revenus locatifs qu'on fait. Moi, Christophe, j'ai eu souvent des gens qui, après le calcul, ils m'ont dit, j'ai pas vraiment le choix de garder l'immeuble. Puis là, quand on dit je le dois à l'impôt, là, c'est ça que ça veut dire. Absolument. Donc, il peut y avoir une charge fiscale importante à la fin et elle n'est pas calculée de la même façon dans la société ou selon les mêmes taux qu'à des fins particulières. Donc, ça, c'est vraiment, du côté des particuliers, c'est vraiment quelque chose qu'on doit regarder. De façon générale, je vous dirais que la détention personnelle va souvent y favoriser. Dès qu'on a des sommes... À ce niveau-là. À ce niveau-là, absolument. C'est une des raisons qui, non seulement on est plus simple au niveau de l'administration, mais en plus, au niveau fiscal, souvent, c'est un peu plus avantageux. Il y a plus de flexibilité. Absolument. Ensuite, si on dit, l'argent, je l'ai seulement dans ma société, là, est-ce qu'on verse un dividende pour payer de l'impôt pour ensuite faire l'acquisition personnelle? Pas nécessairement. C'est ça. Là, c'est possible que ça coûte trop cher par rapport à tout simplement acheter l'immeuble par l'entremise de notre société. OK. Et là, à partir du moment où on décide de faire l'acquisition d'un bien immobilier via la société, donc, à quelque part, c'est de prendre de la liquidité qui est un peu à l'abri de l'impôt sous une certaine façon. C'est bien ça? D'une certaine façon. Donc, ça dépend aussi de la structure qu'on il faut vraiment regarder l'ensemble des choses pour... On est prudent dans les propos là, parce que c'est du cas par cas. Là. Exactement. C'est du cas par cas, donc il est toujours important de consulter, par exemple, son comptable et son planificateur financier dans l'exercice d'une telle décision. Mais disons que dans une question où on a des sommes dans un compte non enregistré, donc on n'est pas dans un abri fiscal comme le CELI ou le REER, on va payer de l'impôt un peu chaque année là-dessus, mais ça peut coûter moins cher faire l'acquisition en déclenchant un peu d'impôt supplémentaire du côté de notre compte non enregistré que d'aller puiser dans notre compagnie où on peut avoir d'autres types d'avantages fiscal qui revient à dire qu'on reporte un peu plus longtemps l'impôt en ne se versant pas de dividende. Donc, il faut faire cet exercice-là pour voir quel est l'état des comptes du côté particulier, du côté de la société. Puis ensuite, ça va varier aussi selon l'ampleur de notre activité locative. Par exemple, dans une société, lorsqu'on se retrouve à avoir plus de 5 employés, donc pas 5, mais bien plus de 5, ce qui veut dire 5 à temps plein plus, par exemple, un stagiaire ou quelqu'un qui est à temps partiel, on va profiter de taux d'impôt plus avantageux si vraiment notre activité principale est
de la location. Donc, Oh. là, on va revenir caractériser l'entreprise, puis on va dire, en fait, c'est pas une petite activité locative, c'est une vraie grande activité locative. Puis ça va s'apparenter davantage à tout autre type d'entreprise. Et là, on va payer un peu moins d'impôts sur nos bénéfices, ce qui va aussi créer en quelque sorte l'effet de retarder l'impôt dans le temps. C'est vraiment intéressant. J'ai plein d'autres questions. Je vais te garder quelques instants encore une fois, mais je vais t'arrêter le temps d'une pause publicitaire. Parfait. Merci. Vous écoutez le balado Les dessous de l'immobilier en Estrie avec Jean-François Bérubé. Alors, sujet très intéressant aujourd'hui avec Christophe Fauché-Courchaine, planificateur financier, expert conseil Banque nationale, 1859. Christophe, avant la pause, on parlait des avantages d'acheter un immeuble locatif à des fins locatives, soit personnelles ou dans une incorporation. Ça vaut la peine d'écouter en balado si vous avez manqué parce qu'il y a vraiment des nuances importantes. Puis pour ceux qui envisagent faire un investissement, je pense que c'est important d'avoir une photo globale pour être capable de voir qu'est-ce qui est avantageux pour vous. Absolument. C'est vraiment, en fait, intéressant, ces éléments-là. On parlait, en fait, au niveau de l'incorporation. En fait, si les gens ont déjà des actifs à l'intérieur d'une incorporation, ça peut devenir plus avantageux pour eux. Maintenant, là aussi qu'on parle par rapport aux entreprises du taux d'inclusion sur le gain de capital, parce que ça peut avoir un impact, ça aussi. Absolument. En fait, pas plus tard que le mois dernier, je regardais avec un client qui avait un bon parc locatif, un bon parc d'immeubles locatifs. Et entre le moment où, la première fois, on a fait une estimation des impôts, puisqu'il est sur le point de vendre son parc, et le moment où, avec les plus récents changements, on a eu la discussion à nouveau pour voir quel serait l'impact selon les plus récentes discussions qu'il y a eu au niveau du gouvernement. On avait un impact substantiel quand on parle d'un parc qui s'évalue en millions de dollars, que le gain, puisque les bâtiments ont été acquis au travers des 20-30 dernières années, avec l'appréciation du marché qu'on connaît depuis, l'impact en impôts se chiffrait, la différence, en millions de dollars aussi. Parce qu'on parle, en fait, le gain de capital, avant l'annonce du gouvernement Trudeau, là, au fédéral, que le gain de capital, normalement, c'est imposé. Donc, si vous faites, par exemple, 100 000 de profit, le gain de capital est en fait 100 000 divisé par 2, donc c'est 50 000 en fait qui devient imposable. Absolument. Maintenant, ce qui avait été proposé, c'est pour les gains excédant 250 000 en fait, c'est 2/3 qui devenaient à ce moment-là imposables plutôt qu'une demi. C'est bien ça. Mais la nuance au niveau personnel ou dans l'incorporation, il y a une nuance importante. Absolument. En fait, premièrement, vous mentionnez avec justesse la différence du 250 000 le premier palier qui demeurait à 50 %. Ce qui est décrit est exact, mais c'était seulement pour les particuliers. La société, elle, ne bénéficiait pas de cette première tranche de 250 000. Donc, dès le premier dollar de gain dans une année, on était au taux d'inclusion de 66,67 %. Donc, ça faisait une différence importante dans finalement la rentabilité finale du projet, puisque lorsqu'on revend l'immeuble, on paie jusqu'à 8 % d'impôts supplémentaires dans un cas versus l'autre. Bon, plus récemment, ce qui a été annoncé au niveau de cette mesure-là dans les dernières semaines, c'est qu'on a reporté l'entrée en vigueur. Initialement, on devait entrer en vigueur le 25 juin 2024. Ça avait été annoncé au mois d'avril. On laissait une période de 2 mois. C'était la cohue générale dans tout, c'est le terme que j'emploierais en effet, dans tous les cabinets comptables et chez les notaires aussi, tant que de notre côté en planification financière. Donc, on avait une fenêtre de 2 mois. Finalement, le projet n'a jamais été adopté en bonne et due forme jusqu'au vote au niveau du gouvernement d'Ottawa. On a reporté dans un communiqué l'entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Donc, finalement, quelqu'un qui a vendu ou qui vendra avant le 1er janvier ne sera pas soumis à ces nouvelles règles-là. Le bémol supplémentaire, c'est qu'il y a beaucoup de candidats aux futures prochaines élections qui se sont déjà prononcés contre. C'est ça. Donc, il est possible que finalement, ça soit un projet qui soit... Donc, il y en a qui ont finalement dépensé beaucoup d'argent pour se restructurer. Absolument. Peut-être pour rien. Absolument. Donc, l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, plusieurs candidats principaux ont déjà annoncé qu'ils ne reconduiraient pas ou ne feraient pas entrer en vigueur ce projet de loi. Pour revenir à notre sujet de départ, en fait, c'est quoi l'avantage d'acheter son immeuble locatif à des fins personnelles, incorporées? Quelles sont les autres options? En fait, on en nomme 2 ici, soit à titre personnel, soit dans une société. On a 2 autres options. La première des suivantes est la fiducie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fiducie? En termes juridiques simples, c'est un patrimoine autonome distinct. Ça veut dire que tous les biens qui sont détenus par une fiducie
n'appartiennent plus à Jean-François, n'appartiennent plus à Christophe, ça appartient au patrimoine de la fiducie qui a été constituée. Dans une fiducie, on a deux principales catégories d'acteurs. On a les fiduciaires, ceux qui gèrent le patrimoine de la fiducie, et les bénéficiaires, ceux qui peuvent éventuellement recevoir une part des revenus ou du capital détenu par la fiducie. OK. Une fiducie est capable, elle, d'acquérir par l'entremise des fiduciaires un immeuble, qu'il soit locatif ou pas, résidentiel, ça c'est possible aussi. Une fiducie, on va pouvoir voir un intérêt pour détenir des immeubles à l'intérieur lorsque, par exemple, auparavant, une fiducie détenait déjà du capital suite à la vente d'une entreprise, par exemple. Est-ce que c'est moins populaire, Christophe? Les fiducies ont perdu en popularité au cours des près de 10 dernières années, étant donné qu'auparavant, on pouvait faire plus facilement du fractionnement de revenus. C'est l'intérêt principal. Là, donc, la fiducie attribue les bénéfices aux différents bénéficiaires de la fiducie. Ça permet de niveler le revenu de chacun et donc, globalement, que les différents bénéficiaires, ensemble, paient moins d'impôts. La somme est combinée que si une seule personne parmi les bénéficiaires payait la totalité de la facture d'impôt. Toutefois, vers l'an 2017-2018, on a eu des changements au niveau de ce qui est possible de faire au niveau du fractionnement de revenus. Donc, la fiducie est un véhicule qu'on voit un peu moins souvent, mais qu'on voit encore très fréquemment. Il y a quand même des coûts importants liés à ça. Absolument. Il y a des coûts supplémentaires. C'est des déclarations d'impôts qui sont propres à la fiducie. Même la création. La création, il y a des frais juridiques, il y a des frais comptables. Il y a plein de situations, ça peut demeurer pertinent. On en voit, en effet, un peu moins qu'on en voyait il y a une dizaine d'années. Dave, tu me disais qu'il y avait une quatrième possibilité. Une quatrième possibilité, pardon, qu'on appelle la société de personnes. C'est une façon de regrouper plusieurs particuliers ensemble de façon à acheter un immeuble et ensuite profiter des revenus locatifs qui vont être distribués selon les quotes-parts. Donc, on s'associe quelques personnes ensemble pour acquérir un immeuble et ensuite, dans cette structure, on va déterminer les quotes-parts. Évidemment, il faut s'arranger pour que les quotes-parts de notre participation dans la société ressemblent et soient les mêmes que ceux du capital fourni pour acquérir l'immeuble. Donc, c'est directement lié. C'est directement lié pour respecter, bien sûr, les lois. Et ensuite, ça nous permet de nous associer ensemble pour financer notre projet, ce qui peut être de façon un peu similaire à acquérir directement. Qui dit quote-part, dit droit de vote, en fait, proportionnel. Exactement. Et directement, les bénéfices de la société de personnes vont être distribués selon les quotes-parts à chaque année. Donc, on ne repousse pas l'impôt comme dans le cas d'une société. On va devoir ajouter les revenus de la société de personnes selon notre quote-part à notre déclaration personnelle. Absolument. C'est une société, c'est une forme qui est un peu moins courante, mais qu'on peut voir. Mais je pense qu'on l'avait vu. C'était très présent dans les années 80 ou début d'années 90, je ne me trompe pas. Il y a les sociétés en non collectif. Collectif, oui, c'est vrai. Une nuance un peu différente. Oui, tu as raison. Si apparente. Ça fait longtemps, là, dans mes cours de droit, là, je suis loin là-dedans. Là. Rafraîchis-moi ça un peu. Là. C'est des types où, bon, la société en non collectif est un principe où il va y avoir des commandités et des commanditaires. Oui. C'est pas la méthode qu'on voit le plus souvent, mais pour des projets immobiliers qui ont quelques années, c'est une méthode d'acquisition qu'on voyait en effet. N'en demeure pas moins que le plus classique est d'y aller soit du côté personnel, soit du côté de la société. C'est sûr qu'on voit le plus souvent. Et à la fin de la journée, ce qui détermine lequel on prendra, dans la majorité des cas, mais pas la totalité, je répète, l'importance d'analyser sa situation avant de prendre une décision. Typiquement, c'est où sont les sommes. Et si on a des sommes du côté personnel, c'est bien rare qu'on va constituer une société pour acquérir des immeubles de ce côté-là. Écoute, il nous reste quelques minutes. J'aimerais aborder un sujet. Toi qui es dans la planification financière, on sait qu'au Canada, la génération de nos parents, les baby boomers vieillissent. Je pense qu'on va fracasser des records au niveau des transferts successoraux. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez? Absolument. C'est quelque chose qui est d'actualité. On est encore peut-être au début du transfert, mais ce qui est intéressant au Québec, c'est que pour la première fois, on va assister à un grand transfert de richesse. C'est somme toute assez récent qu'on ait des patrimoines plus importants du côté francophone, du moins au Québec. Donc, il y a toutes sortes de défis qui viennent, notamment du côté de l'immobilier, où il n'est pas rare qu'on a du côté de la planification financière des gens qui vont nous dire on souhaite dépenser ce qu'on a accumulé dans nos comptes d'épargne, mais on souhaite laisser à nos enfants tout ce qu'on a en immobilier. Qu'il soit personnel, pour une maison, pour un chalet familial, par exemple, où on a des souvenirs avec les enfants, et même des immeubles locatifs. Donc, il n'est pas rare qu'on ait cette question. Est-ce que je peux savoir combien je peux dépenser à la retraite? Quel coût de vie je peux me permettre? Mais en ne tenant pas compte d'aucune vente d'immeubles. Celles-là, je veux les laisser dans les mains de ma succession, typiquement de mes enfants.
ça amène toutes sortes d'autres enjeux. On parlait de l'impôt tout à l'heure. Oui. Au décès, même si on ne vend pas l'immeuble, c'est ce qu'on appelle une disposition réputée. Donc, aux yeux de l'impôt, on fait semblant qu'on vend à la juste valeur marchande au moment du décès. À la succession. À la succession. Donc, si la succession, c'est notre conjoint qui n'a pas nécessairement d'impact fiscal immédiat, mais lorsqu'on transfère à l'extérieur du couple, par exemple aux enfants, il y a une facture d'impôt qui se déclenche. Donc, à ce moment-là, on peut avoir des problèmes de liquidité successorale si on a passé au travers de nos comptes d'épargne, qu'il ne nous reste plus de sous, puis tout ce qu'on a, c'est en actifs illiquides, on peut avoir des impacts importants au niveau des liquidités. C'est quand même intéressant parce que moi, souvent, j'ai entendu dire que c'est plus facile de transférer de la liquidité que des actifs de biens immobiliers. Est-ce que je me trompe? Non, absolument. C'est tout à fait vrai. Le fait que ça soit un bien liquide nous permet d'avoir accès facilement. On transfère d'un compte, on prend les placements dans un compte, on paie l'impôt afférent, on transfère dans un autre compte une fois qu'on obtient tous les certificats de décharge propres à la liquidation de la succession, tandis que l'immeuble, il faut trouver les liquidités pour payer l'impôt. Ensuite, il faut aussi assurer le transfert de droits de propriété avec les droits de mutation qui peuvent venir avec l'actif, bien sûr. C'est vraiment intéressant. Écoute, Christophe Fauché-Courchaine, planificateur financier, expert conseil chez Banque nationale 1859. Première participation à l'émission, ça a été vraiment, vraiment très intéressant. Je vais certainement avoir l'occasion de te réinviter. J'espère que tu vas trouver du temps pour venir nous rejoindre à Sherbrooke. Sans faute. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Bon avant-midi. C'est déjà ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce fut un réel plaisir pour moi d'avoir l'opportunité d'échanger avec mes merveilleux collaborateurs. Merci à M. Christophe Fauché-Courchaine ainsi qu'à M. David Tardy, courtier immobilier. Un grand merci à Gilbert à la console. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez aussi réécouter l'émission Les Dessous de l'immobilier en Estrie ou même la partager avec vos proches en allant sur le site du 1077 Estrie dans la section rattrapage ou encore l'application Cogeco Média sous la section balado. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez aussi m'écrire sur le courriel imo-estrie@cogecomedia.com. On se retrouve samedi prochain dès 11h pour un nouveau segment des Dessous de l'immobilier en Estrie, alors que je vous laisse aux bons soins de Priscilla Quirion qui vous accompagnera cet après-midi avec les classiques 80-90. Bonne fin de semaine tout le monde. Les Dessous de l'immobilier en Estrie, une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au fm1077.ca.